pendant ce mois de Ramadan, beaucoup se plaignent d'avoir des problèmes de digestion. Des ballonnements, des flatulences, des gaz, des douleurs, manque d'énergie. Jeûner toute la journée, c'est quelque chose, mais lorsqu'on rompt le jeûne, il faut vraiment le faire avec des bons aliments, un bon mélange qui va servir à notre organisme. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, comment bien vous alimenter pendant le mois de Ramadan. J'en parle ce matin avec mon invité, le docteur Kaina Oussedik Ferri. Comment ça va, doc ? Bonjour. Vous êtes docteur en biochimie moléculaire et alimentaire, nutritionniste et spécialiste des équilibres nutritionnels. Alors il faut expliquer à tout le monde ce que c'est que cette nouvelle discipline que la biochimie alimentaire. Alors la biochimie, c'est vraiment l'étude du devenir de toutes les molécules que nous absorbons à travers notre alimentation. Donc bien digérer pour bien assimiler et bien absorber. Voilà. La biochimie, c'est vraiment le regard sur les molécules que nous utilisons et que notre organisme utilise tous les jours. Alors les combinaisons alimentaires, c'est pas nouveau. Tout à fait. C'est pas nouveau, mais peu de gens les utilisent. Le prophète utilisait les combinaisons alimentaires. Est-ce qu'il paraît ? Ouais, tout à fait. C'est très 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 intéressant. J'ai dit ça dans un ouvrage de médecine prophétique. Mais alors, les combinaisons alimentaires pour tout le monde, c'est-à-dire, quel est le principe ? Alors, le principe de bien mélanger ces aliments pour bien digérer, ce principe s'applique surtout pour les gens à partir d'un certain âge. Lorsque nous sommes jeunes, on a beaucoup de sécrétions hormonales, d'énergie, d'ATP. On a plusieurs molécules, plusieurs enzymes qui nous permettent de tout digérer et de tout mélanger. Mais plus on prend de l'âge, plus ces hormones vont diminuer et notre tube digestif va changer son mode d'emploi. Et c'est là où ça se gâte un petit peu pour les hommes et les femmes, et c'est là où il faudrait faire attention au mélange des aliments. Donc souvent les gens vont prendre pour coupable le gluten, l'acidité de tel et tel aliment, etc. Mais en réalité, c'est vraiment être, on va dire, focus sur plutôt le mélange. C'est l'alchimie qu'on crée dans son assiette. Et cette alchimie, malheureusement, avec le temps, elle s'abîme un petit peu et il faut en prendre soin. Faut raisonner en pensant à bol alimentaire, en fait. Exactement. Moi, je dis toujours, faut raisonner. Alors, si on voulait caricaturer un petit peu le mélange, les combinaisons alimentaires, on pourrait dire c'est comme lorsqu'on regarde des peintures, de la gouache. On va regarder la peinture rouge, blanche, bleue, et à chacune sa caractéristique. Mais l'on voit bien que lorsqu'on les mélange, l'alchimie va changer. On aura une nouvelle couleur. Et ce système de chimie, de mélange qui provoque toujours des nouvelles réactions, ça existe aussi dans notre assiette lorsque nous mélangeons nos aliments. Donc manger un couscous ou manger du riz ou manger des céréales en présence de légumes, c'est parfait, la digestion se fait bien, mais si l'on finit par un fruit cru, c'est ce qu'on appelle les aliments acides, parce qu'ils sont riches en acide ascorbique, là malheureusement on va cafouiller, on va faire bugger notre digestion. Et on peut avoir des problèmes de digestion. Et c'est vrai que pendant ce mois de Ramadan, beaucoup se plaignent d'avoir des problèmes de digestion. Des ballonnements, des flatulences, des gaz, des douleurs et manque d'énergie. Et justement, c'est là où on doit être un peu plus focus sur ces mélanges. Donc, jeûner toute la journée, c'est quelque chose. Mais lorsqu'on rompt le jeûne, il faut vraiment le faire avec des bons aliments, un bon mélange qui va servir à notre organisme. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va manger et des aliments qu'on va combiner, on aura plus ou moins des problèmes de digestion ou pas. Exactement. Par exemple, les gens me disent toujours « Ah mais moi, c'est la tradition. À la rupture du jeûne, c'est mon verre de lait, c'est ma date et je n'y changerai pour rien au monde. » Mais par contre, après la date et le verre de lait, il y a souvent des soupes à base de céréales. Alors au Moyen-Orient, c'est les soupes d'avoine. Au Maghreb, on va avoir la harira ou la shorba. On va avoir plusieurs soupes comme ça traditionnelles, mais toutes à base de féculents, d'amidon, de céréales. Rien que là, la digestion va finir par rendre l'âme, étant donné qu'on a commencé par la date, qui est un acide, parce que c'est un fruit cru, et qu'on passe à cette fameuse soupe, là, ça y est, on a perdu notre digestion. Rien que par ce mélange, nous allons provoquer des ballonnements, des gaz et une grosse fatigue après le repas. Alors, pour expliquer à tout le monde, vous dites, c'est une expression, c'est le mois de Ramadan, c'est la fête de l'amido.
Voilà. Le mois de Ramadan, en général, c'est la fête de l'amidon. Donc, comme c'est la fête de l'amidon, moi, ce que je conseille pour les gens qui gardent ces traditions de dattes, de figues, avec un verre de lait, moi, je conseille de mettre ces dattes, ces figues à la vapeur. Donc, on met de l'eau à bouillir. Une fois que c'est à ébullition, on met nos dattes par-dessus, on met nos figues par-dessus, on met notre raisin par-dessus. Dans un couscoussier, quoi, en fait. Exactement, c'est ça. Et ouais. on fait cuire 10 minutes. Lorsque vous faites cuire tous ces fruits 10 minutes, en réalité, il n'y a pas de vitamine qui va résister à 100 degrés pendant 10 minutes. Donc là, vous avez enlevé ce côté acide du fruit, qu'on appelle l'acide ascorbique, l'acide folique. En fait, les vitamines, par définition, ce sont des acides. Mais ces petites molécules ne tiennent pas à la chaleur. Donc, on met ces fruits à la vapeur, 10 minutes, et là, on a rendu ces fruits neutres. Ça veut dire que ça devient des aliments qui peuvent se combiner avec tout ce que nous allons manger durant ce repas de Ramadan. Et donc là, une fois que les dattes sont cuites, à 10 minutes, là, oui, on peut les consommer et on peut consommer juste derrière de l'amidon sous forme de soupe, sous forme de samoussa, de briques, de bourrèques. Et là encore, attention, je conseille les gens plutôt de cuire ces aliments, les bourrèques, les briques, les samoussas, plutôt au four que à la friture. Parce que faire frire ces aliments, c'est encore augmenter la complexité de la digestion. On s'aperçoit qu'au Ramadan, la digestion ne va pas durer 4 heures, étant donné que les gens mangent beaucoup d'aliments trop gras et trop sucrés, trop épicés. Malheureusement, les digestions durent en moyenne 5 heures. Donc, plus on allège et plus on choisit des modes de cuisson moins gras, meilleur c'est pour notre digestion. Est-ce que le choix de l'huile, par exemple, a une importance ? Alors moi je dis toujours, faut rester sur une seule huile et ne pas trop diversifier, trop complexifier les huiles durant le Ramadan. Moi je préconise l'huile d'olive durant le Ramadan. Pourquoi ? Parce que l'huile d'olive a beaucoup de bienfaits sur tous nos organes et surtout sur nos reins. Et souvent pendant le Ramadan, on oublie un aliment central, le plus important à mon sens, c'est l'eau. C'est boire de l'eau. Donc, moi, pour les huiles, je préfère l'huile d'olive parce que ça va venir, on va dire, on peut l'utiliser comme une béquille pour nos reins qui sont souvent malmenés durant le Ramadan parce qu'on oublie de les hydrater. La digestion commence dans la bouche et ça commence avec la salive. Alors pendant le mois de Ramadan, on a l'impression d'avoir la bouche toujours un peu sèche, de moins produire de salive. Est-ce que ça a une importance sur la façon dont on digère ? Tout à fait, exactement, parce que toute la journée, on va se mettre à parler, bouger, réfléchir, mais surtout parler. Ça va nous demander beaucoup d'efforts et la journée va se passer sans même une goutte d'eau dans la bouche. Et donc, en réalité, on va commencer à sentir. Souvent, les gens me disent, j'ai l'impression que ma salive, il y en a de moins en moins au cours de la journée. D'autres me disent, je sens plus ma bouche, ça me brûle, j'ai l'impression que c'est totalement sec. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un warning de la déshydratation, d'un début de déshydratation. Donc, j'invite toujours les gens au moment de la rupture du jeûne à boire de l'eau, idéalement pour ne pas que ça ballonne, que ça nous complique ou ce que disent souvent les gens, ça me coupe l'appétit. Idéalement, c'est de la boire un peu tiède. Donc boire un grand mug d'eau tiède, moi à mon sens, la meilleure façon de rompre le jeûne, surtout avec toutes les populations actuelles où on voit quelques maladies comme le cholestérol, le diabète, etc. Moi à mon sens, c'est rompre le jeûne avec de l'eau tiède, une date et ensuite commencer son repas. Une date passée à la vapeur. Passer à la vapeur. Ouais, mais les gens vous disent, mais de toute façon, ça dure qu'un mois, alors. C'est dommage. Je peux prendre mon verre de lait et mes dates. Le problème, c'est que ça ne dure qu'un mois, mais souvent, ce que l'on constate à la fin du Ramadan, c'est les calculs rénaux, les ulcères, les prises de poids et encore rendre sa digestion beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliquée. Donc, c'est un mois, certes, mais tous les effets secondaires que ça produit derrière peuvent durer des mois et des mois. Et les calculs rénaux, pour ceux qui les ont déjà eus, je pense qu'on se souvient de la douleur que c'est. Donc, verre d'eau tiède, date passée à la vapeur. Qu'est-ce qu'on boit justement pour se réhydrater ? Alors souvent, quel type d'eau ?
Tout à fait, voilà. Souvent, les gens me disent, mais non, mais moi, je me réhydrate avec un mug de thé à la rupture du jeûne. Moi, je me réhydrate avec 1 ou 2 tasses de café. Il y en a même qui utilisent des boissons gazeuses ou des boissons énergisantes et vont ensuite à la salle de sport, etc. Mais attention, tous ces liquides, oui, ils contiennent de l'eau, mais on ne doit pas en abuser, parce que comme le thé, le café, ce sont des excitants, c'est pas bon pour notre système cardiaque, donc on va pas s'amuser à boire 1 litre de café ou 1 litre de thé toute la soirée. On ne va pas non plus s'amuser à boire 2 litres d'eau gazeuse, parce que l'eau gazeuse, ça contient du gaz carbonique, mais ça contient aussi du sodium et d'autres minéraux. Mais ça aide à digérer. Non, ça ralentit la digestion. Vous avez l'impression que ça vous aide à digérer, mais c'est un faux ami. Faut pas croire ce que dit la pub alors. Ah non. Non. Malheureusement, pour les gens qui sont hyper tendus, les eaux minérales gazeuses que l'on achète dans le commerce contiennent en majorité du sodium. Et donc, ça augmente votre taux de sel dans le corps. Donc, on ne peut pas s'hydrater avec ces eaux-là. Et la seule boisson qu'on peut consommer sans limite et toute la soirée, ça reste l'eau plate. Donc, j'invite les gens à s'habituer à s'hydrater correctement et donc avec de l'eau plate. Alors, quand vous dites l'eau plate, c'est quoi l'eau plate ? C'est-à-dire, c'est pas de l'eau en bouteille Alors, ça peut être de l'eau du robinet filtrée, si on a des filtres à la maison. Ouais. Pour les gens, parfois, la majeure partie des gens, maintenant, ont appris à filtrer leur eau du robinet avec différents filtres. Souvent, les gens font ça. D'autres personnes achètent de l'eau encore en bouteille. Et lorsqu'on achète des eaux en bouteille, il faut être très attentif, surtout pendant le mois de Ramadan, à ne pas acheter des eaux riches en sodium ou riches en chlore. C'est très mauvais pour les reins. Et donc, il faut vraiment essayer d'acheter des eaux très, très, très appauvries en chlore et en sodium. Est-ce que vous avez des marques à nous conseiller ? Si vous en donnez 3, ça ne sera pas très grave. Mais il en faut 3. Alors, des marques ? Oui, des marques d'eau à consommer. Alors, on a par exemple la Mont Blanc, c'est une des eaux les moins chlorées. On tolère jusqu'à 3 mg de chlore par litre, surtout, encore une fois, pendant la période de Ramadan. Et la Mont Blanc, c'est une eau qui est vraiment appauvrie de tout et c'est une eau qui, à mon sens, est vraiment adaptée pour le mois de Ramadan. Après, vous avez la Mont Calme également, ou sinon, il y en a une qui est très courante, c'est la Mont Roucou. Et on la trouve partout, et elle est juste à 3 mg de chlore par litre, donc ça peut faire. Ça, c'est pour tous ceux qui boivent de l'eau en bouteille, mais pour le reste, de l'eau filtrée, ça fait l'affaire. C'est parfait. Voilà. Et essayez de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau après la rupture du jeûne. Il faut le fractionner durant toute la soirée pour vraiment permettre l'hydratation du corps et permettre à nos reins de mieux fonctionner. On parle du pouvoir des bonnes combinaisons alimentaires pendant le mois du Ramadan avec mon invité, le Dr Kaina Oussedik Ferri, qui est docteur en biochimie moléculaire et alimentaire, nutritionniste et spécialiste des équilibres nutritionnels. Et je rappelle que votre best-seller, Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires, vient de sortir en poche chez J'ai lu. Alors on parlait des calculs rénaux tout à l'heure, mais c'est important de parler parce que finalement il y a une recrudescence pendant le mois du Ramadan. C'est ça, exactement. Pendant le mois de Ramadan, la plupart des gens ont bien pris conscience maintenant de faire attention aux aliments trop gras, trop sucrés. Mais je pense qu'à mon sens, on parle suffisamment pas encore de s'hydrater, boire de l'eau plate. Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment sensibilisé les populations pour ça. Et c'est pour ça que la première cause de problématiques de santé pendant le Ramadan ou juste après le Ramadan, c'est souvent les calculs rénaux ou les ulcères. Calculs rénaux, c'est parce que les gens ne se sentent pas suffisamment hydratés jour après jour. Et en parallèle, la plupart des gens qui ne se sentent pas hydratés mais qui aiment consommer le cacao sous forme de chocolat ou qui aiment consommer de la viande à la rupture du jeûne, manger trop de viande, manger trop de chocolat et ne pas s'hydrater, c'est égal calcul rénaux. Sensibiliser les gens à ne pas boire gazeux et surtout sucré, parce que ça, c'est un poison, ça. Alors, après, il faut aller aussi étape par étape. Souvent, la plupart des gens qui souhaitent arrêter les boissons gazeuses sucrées vont passer par l'eau gazeuse. Moi, je trouve que c'est un très bon réflexe. Entre choisir une canette d'une boisson gazeuse sucrée ou choisir une canette d'eau gazeuse,
évidemment. Oui, mais il passe par l'étape de l'eau gazeuse, aromatisée. C'est ça. Alors attention, c'est pas de l'eau. Voilà, attention, c'est ça. Attention, c'est pas de l'eau, c'est du sucre. Et donc là, on est comme une boisson gazeuse sucrée. C'est la même chose. L'eau aromatisée gazeuse, c'est comme une boisson sucrée, c'est la même chose. Mais c'est pas de l'eau. Retenez surtout ça. Voilà, c'est pas de l'eau. C'est du sodium, c'est du gaz carbonique, c'est du sucre, c'est des édulcorants. Ce n'est pas de l'eau. Et les reins, pour filtrer, ils ont besoin d'eau. Même le volume sanguin, on s'aperçoit que chez certaines personnes qui se sentent mal et qui font des malaises par déshydratation durant le ramadan, c'est parce qu'en fait le volume de sang diminue par manque d'eau, et donc les organes sont moins irrigués, et du coup il y a des malaises, il y a des maux de tête, il y a des grosses migraines, et surtout une grosse fatigue. Donc vraiment être sensible à boire entre 1,5 litre d'eau jusqu'à 2 litres après la rupture du jeûne, et surtout le fractionner pendant toute la soirée. C'est très important. Alors comment on organise sa rupture du jeûne? Donc vous avez dit à la rupture, un verre d'eau tiède, une date donc qui est passée préalablement à la vapeur, et vous nous avez expliqué pourquoi tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on essaye de s'accorder 5 à 10 minutes. On oublie que dans le corps humain, il y a des glandes qui sécrètent des sucs gastriques. Donc on a les glandes au niveau de l'estomac qui vont sécréter le suc. On a des glandes un petit peu partout qui doivent s'activer au moment où elles voient arriver les premiers aliments dans l'estomac. Et à mon sens, ayant jeûné 15 à 19 heures sur une journée, faut laisser vraiment l'organisme redémarrer tranquillement. Donc le mieux, c'est le verre d'eau tiède, la petite date cuite, et ensuite attendre 5-10 minutes, le temps que toutes les sécrétions se fassent, et surtout le temps que l'estomac se remplisse de son suc gastrique. C'est-à-dire, en fait, avec la date, ça va activer tous les sucs. Ça active tout. Voilà, à chaque étage. Parce qu'à chaque étage, chaque organe va sécréter son propre sucre. Exactement, c'est ça. Et surtout, il y a des warnings qui sont envoyés un peu pour tous les organes. Attention, l'estomac est en train de se remplir. Préparez-vous à sécréter l'insuline, le suc pancréatique, etc., etc. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il est le mieux, le plus favorable, c'est vraiment de s'accorder 5 à 10 minutes, le temps que toutes ces sécrétions se fassent. Et ensuite, prenant le temps de dîner, de faire son plat principal, légumes, protéines, et finir par un petit dessert, pourquoi pas, mais vraiment prendre le temps de laisser les sécrétions agir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le principe des combinaisons alimentaires, c'est qu'on n'associe pas les amidons avec les acides. Tout à fait. C'est ça, exactement. Si on ne veut pas être ballonné, si on ne veut pas de problème de digestion. Exactement. Si on souhaitait caricaturer un petit peu cette réaction chimique, c'est dire que les amidons, c'est des sucres lents. C'est comme des colliers de perles, ils sont tous collés les uns aux autres, alors que le fruit, c'est un sucre rapide. C'est des petites perles individuelles. Lorsque l'estomac doit s'attaquer à la digestion du fruit, il est obligé d'être plus acide que le fruit pour le transformer en nutriments. Alors que lorsqu'il s'attaque à la digestion des amidons, ces fameux colliers de perles tous entrelacés les uns sur les autres, il est d'abord obligé de détacher tous les colliers, ensuite de séparer toutes les perles pour en venir au bout de la digestion. Donc le temps est beaucoup plus lent, et donc il va se mettre dans des conditions beaucoup plus douces. Arrivé à un certain âge, ce grand écart de la digestion ne peut plus se faire. Et malheureusement, ça crée ce qu'on appelle des masses indigestes. Et c'est ce qui fait les ballonnements, les gaz, le surpoids et parfois des pics de glycémie chez les diabétiques. Les masses indigestes. Voilà, ça c'est une petite caricature, tout à fait. C'est des masses indigestes, c'est quelque chose que l'estomac n'a pas pu transformer. Il va quand même le balancer vers les intestins. Les intestins ne vont pas non plus arriver à le transformer. Ils vont juste fermenter. Donc c'est là où on voit la fermentation, donc les ballonnements, les douleurs, etc. pour essayer de faire passer ces aliments indigestes. Donc un ftour amidon, ça ressemble à quoi? Un ftour amidon, ça peut ressembler donc à la soupe, peu importe quel type de soupe, de céréales, de harira, de shorba, ça peut être ça, un bol. Alors si on prend exemple shorba. Shorba. D'accord? C'est des tomates. C'est tomates, courgettes, carottes. D'accord. Mais les tomates, c'est pas acide? C'est cuit. Tout est cuit, et la tomate, ce n'est plus un acide. La tomate est appauvrie. L'acidité de la tomate, c'est une réaction chimique qui est provoquée bien après sa transformation et sa digestion. On ne parle pas de l'acidité de la tomate comme on parlerait de l'acidité des fruits. Donc, ce qui veut dire que le fait que ce soit en soupe,
Et cuit. Et cuit, ça modifie la structure de l'aliment. Exactement, c'est ça, exactement. Et rappelez-vous, c'est comme la date cuite, elle est devenue neutre. D'accord. Donc là, tout est cuit. Alors, moi, j'invite souvent les gens à manger ce type de soupe sans viande. Parce que c'est des soupes quand même assez riches. Donc le mieux, c'est de les consommer sans viande. Donc un bol de soupe, ensuite légumes poisson ou légumes viande ou bien amidon, donc riz ou bien couscous ou bien pâtes ou bien lentilles, pois chiches avec des légumes. Moi, j'invite toujours les gens à consommer soit des féculents avec les légumes, soit les légumes avec les protéines. C'est pour tamponner, c'est ça? C'est pour ne pas faire des digestions trop lourdes et ne pas sécréter trop d'acide urique. Quand on mange de la viande et qu'on la mange en plus avec un amidon, donc on complexifie davantage la digestion. Ces viandes vont avoir tendance à lâcher des déchets qu'on appelle l'acide urique. Et malheureusement, si en face de ça, on ne s'hydrate pas suffisamment, on fait des calculs d'acide urique. Donc ça c'est le déroulé du repas. Donc soit poisson, soit poisson légumes, soit viande blanche légumes, soit viande rouge légumes, en ayant commencé avec sa soupe. Et on peut finir soit par des yaourts, soit alors il y en a. Il y a une pratique c'est pas acide? Non, yaourt de brebis, de chèvre. Et d'ailleurs, il y a une pratique qui se fait de plus en plus. C'est les mélanges de noix, amandes, pistaches dans des yaourts avec un petit peu de cannelle. Il y en a qui rajoutent un peu de fleurs d'oranger par-dessus. C'est vraiment très bon. C'est sain parce que c'est fait maison. Et ça peut être un dessert neutre qui va avec tous les repas que l'on peut faire pendant le ramadan. Donc là aussi, on reste sur du neutre. Exactement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rajouter au repas repas amidon que vous venez de nous exposer pour tout gâcher? Alors pour tout gâcher, malheureusement il y a un réflexe que tout le monde fait, mais du coup ça gâche toute la digestion. C'est la fameuse goutte de citron sur la brique ou la bourrèque ou la samoussa. Alors là, c'est fini. On a perdu le repas, on a perdu la digestion. Et oui, la goutte de citron. C'est tellement bon. Shorba, un petit peu de citron. Et oui. Un peu d'aneth. Tout à fait. L'aneth, c'est neutre. C'est bon. L'aneth, c'est bon. C'est parfait. Voilà, vous ne supprimez pas l'aneth. Voilà. Ou bien, certaines personnes, comme au Liban, alors m'ont appris que la recette, par exemple, du hummus, elle pouvait être faite avec des pois chiches qu'ils vont mettre à cuire, mais ils vont les mettre à cuire avec le zeste de citron, avec le citron. Et donc, ils cuisent le citron en même temps que le pois chiche. Et après, ils vont tout mixer. Donc, il devient neutre. Exactement. D'accord. Ça fait un super hummus bien digeste. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le citron cru, acide, soupe, amidon, ça ne va pas ensemble. Pas avec le poisson non plus. La bourrèque, alors c'est quoi? C'est amidon, Exactement. La feuille de brique, donc faite avec le blé, c'est amidon. Après, on a plusieurs traditions. C'est soit la petite bourrèque sous forme de cigare remplie de viande ou de poisson ou de thon, des choses comme ça. Soit c'est la samoussa, aussi c'est pareil, à la viande, aux légumes, au fromage, ou la brique. Mais dans toutes ces petites recettes, j'invite quand même les gens à les passer au four, ça sera nettement plus digeste. Un amidon cuit au four est nettement plus digeste qu'un amidon frit. Et comme la bourrèque ne sera pas le seul aliment que vous allez manger à la rupture du jeûne, donc je vous invite à faire quelque chose de plus sain au corps. Le pain, alors le pain, c'est comme tout le reste de l'amidon. Moi, j'ai parlé du vrai pain, parce qu'il y a aussi le faux pain. Alors moi, quand je parle du pain, je parle des pains issus de céréales non transformées, pas les céréales blanches, pas la farine blanche là qui brille, qui flash. Le pain, c'est un vrai blé, un vrai seigle, du vrai orge. Donc oui, les pains issus de céréales non raffinées, non transformées, ça c'est quelque chose que votre estomac s'est parfaitement transformé et digéré, mais faut-il encore qu'il ne soit pas accompagné de citron? Alors, souvent sur la table du ftour, il y a la baguette, bien blanche, bien fraîche. Eh ben non, détrompez-vous. Maintenant, il y a le pain complet, il y a le pain noir, il y a le pain de seigle. Si. Maintenant, nous sommes passés à ça. Parce qu'on a compris le bienfait de ces céréales et de ces aliments non transformés. D'accord. Surtout qu'après, à la fin de ce bon repas,
souvent viennent les petites pâtisseries qu'on achète à l'extérieur, donc forcément avec de la farine blanche, sucrée, donc trop de sucre, trop de gras, trop d'aliments transformés. Donc au moins, essayons de faire l'effort que pendant le repas, les aliments que nous mangeons soient vraiment des aliments sains et non transformés. Justement, le petit gâteau de fin de repas, est-ce qu'il faut le coller au repas ou pas ? Exactement. Lorsque nous mangeons sucré, vaut mieux que les aliments sucrés soient collés au repas. Comme ça, la glycémie, l'indice glycémique va être moins important que lorsque vous les mangez, par exemple, 3 ou 4 heures après la rupture du ftour. Et là, par contre, ça fait des pics de glycémie très importants et ça, on le déconseille, surtout aux diabétiques. Donc, petit dessert, oui, mais juste après le dîner. Ah, il faut le coller au repas, donc ça c'est important pour l'index... Très important pour l'index glycémique. Voilà, avec Kaina Ousdik-Ferry avec nous, docteur en biochimie moléculaire et alimentaire, nutritionniste et spécialiste des équilibres nutritionnels. Je rappelle que Kaina, le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires, vient de sortir en poche chez Gélu. On a vu le ftour amidonné, donc maintenant on va voir ce que vous appelez le ftour acide. Hein. Exactement. Alors donc ça, on a bien compris que c'est l'un ou l'autre. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. Soit on fait un repas à base d'amidon, soit nous faisons un repas à base d'acide. Mais on ne peut pas associer les deux. En tout cas, si on veut garder toute son énergie, ne pas grossir, ne pas avoir de problème de cholestérol, de diabète, de ballonnement, de flatulence, etc. C'est vrai. Pendant le ftour, c'est soit amidon, soit acide. Le ftour acide, il y a quelque chose qui se supprime du ftour acide, c'est les bourrecs. Ah bon. La soupe également. Ouais. Les bourrecs, les briques, étant donné que c'est fait avec des feuilles de blé. Donc là, on ne parle pas d'amidon, on va parler d'acide. La soupe, souvent, ce sont des soupes qui sont faites avec des courgettes, des tomates, de l'oignon, de l'ail, des branches de céleri. Il y en a qui rajoutent un peu de poireaux, pourquoi pas. Il y en a qui rajoutent un petit peu d'aubergine, pourquoi pas. Mais ce sont des soupes sans féculents, sans pommes de terre, sans céréales, sans pâtes, etc., etc. Donc, c'est des soupes de légumes. De légumes, voilà. Exactement, ça. Ouais. Sans amidon. Donc, on peut rompre le jeûne et donc manger cette soupe. Et ensuite, ça continue avec des légumes poêlés, poissons du coup citronné, viande qu'on peut citronner. Et on peut mettre de la moutarde même. Exactement, moutarde sur sa viande, sur ses légumes. Et là pour les légumes, on a un panel de légumes. On peut utiliser des épinards poêlés, des haricots verts, des asperges, des ratatouilles, des aubergines au four, des courgettes. Enfin, on peut faire un panel de légumes verts sans amidon, avec viande ou poisson ou volaille grillée ou cuise même en sauce, pourquoi pas. Et ensuite, là, on peut finir par des fruits frais, par une petite salade de fruits. C'est là où on peut utiliser les acides. Donc c'est soit légumes verts, protéines, et là on finit par les fruits, soit on est sur vraiment un repas amidon, et là les fruits, il faut qu'ils soient cuits. Le deuxième repas de la journée, on le fait combien de temps après ? Parce que vous avez dit que, en fait, finalement, la digestion pendant le mois du Ramadan est plus longue, donc on passe de 4 à 5 heures. En moyenne, ouais. On est en moyenne à 5 heures, et c'est là où j'invite les gens vraiment à respecter leur rythme, dans le sens où, pour les gens qui ont un rythme professionnel soutenu, qui doivent se réveiller très tôt, qui ont un trajet vers le travail qui est très long, etc., ces gens-là, à mon sens, il faut qu'ils gardent un bon sommeil pour pouvoir récupérer et pouvoir redémarrer la journée avec une bonne énergie. Donc lorsque on est vraiment sur des rythmes professionnels un peu difficiles, là on propose aux gens de manger le ftour, d'attendre 5 heures, là de faire un encas, et c'est là où parfois même on peut faire un encas fruit, parce que même si le repas était amidon, 5 heures après, on peut faire un encas fruits. Donc souvent, il y a les gens qui aiment bien manger des fruits frais, un yaourt, des petites choses comme ça, des noix, des amandes, pourquoi pas. Et surtout, encore s'hydrater avec 2-3 grandes tasses d'eau tiède et ensuite se coucher. Et là, pour le coup, on dort, on fait vraiment un sommeil profond qu'on ne va pas perturber, parce qu'on se réveille tôt ou parce qu'on a un travail qui est physique. Pour les gens qui ont la possibilité de faire ce qu'on appelle l'IMSEC, là, on a 2 options. Et là, on a un petit peu un panel de différentes populations. On a les populations qui vont faire le ftour, attendre 5 heures et faire un petit peu de fruits,
parce que c'est des gens qui mangeront tout le temps. C'est comme on dit, c'est la fête à l'amidon, donc ils vont manger de l'amidon à chaque repas. Et là, pour le coup, s'ils souhaitent manger les fruits, il faudra attendre 5 heures. Voilà, donc après, vous consommez vos fruits frais. Au bout de 5 heures, on consomme ces fruits frais avec modération. On a le droit à 2 fruits. Alors, on peut mélanger 2 fruits à notre convenance. On peut manger juste les fruits avec de l'eau tiède ou bien les fruits avec un yaourt, pourquoi pas. Et ensuite, encore attendre, du coup, les 4-5 heures, mais pas en étant debout. Ça, c'est très mauvais pour le sommeil. Donc, aller essayer de s'endormir et ensuite se réveiller pour l'IMSEC et là, faire un second encas. Mais, à mon sens, l'idéal, c'est soit un repas, un encas vers minuit ou un repas et l'IMSEC. Voilà. La plupart des conseils où l'on dit qu'il faut 3 repas, non. On n'est déjà pas dans ce qu'on appelle ou dans ce côté spirituel du ramadan. Et à mon sens, faire trop de digestion, c'est ce qui fatigue aussi l'organisme humain. À mon sens, c'est soit le ftour et l'IMSEC, soit le ftour et l'encas vers minuit. Alors, c'est quoi l'IMSEC idéal pour vous ? L'IMSEC idéal pour moi, c'est que de l'eau tiède et un fruit. Pour tenir la journée ? Alors, on n'a pas besoin de tenir la journée, parce qu'en réalité, pour tenir la journée, c'est le fameux repas que vous avez fait au ftour. Ce repas, il va passer 15 heures en vous, et il va passer toutes les étapes de la digestion durant 15 heures. Et au moment où il va commencer à diffuser vers les cellules du corps humain pour pouvoir les nourrir, il y a à boire et à manger pour toutes vos cellules. D'accord, donc l'idée qui consiste à dire qu'il faut manger le matin pour tenir toute la journée, pour vous, c'est pas valide. Non, c'est pas valide. Pour moi, moi, le fruit à 4 heures, souvent les gens me disent « Ah, Kaina, c'est bizarre. Si je fais un encas, si je fais un IMSEC avec un yaourt, des pistaches, je suis très très bien, je tiens toute ma journée. Si je fais un IMSEC avec des fruits, c'est bizarre, au bout de 3-4 heures, j'ai faim. C'est normal, le fruit fait des pics de glycémie. Mais ça n'empêche pas que certaines personnes ont ces traditions-là. Mais moi, à mon sens, l'IMSEC ne doit pas être sucré. Un bon IMSEC pour moi, c'est yaourt, pistache, amande, eau tiède. D'accord. Qu'est-ce qu'on va boire comme eau tiède pendant ce mois de Ramadan ? C'est important pour ne pas avoir de calcul, pour ne pas avoir d'ulcère. Bon, il y a la mode depuis quelques années de ceux qui démarrent le sport au début du mois de Ramadan. Alors, comment est-ce qu'on adapte son hydratation en fonction de son sport ? Alors, démarrer complètement novice le sport au mois de Ramadan, ça, il faut vraiment faire attention parce que ça, on ne rend pas, on va dire, on ne fait pas du bien à son corps en faisant ça. Pour les sportifs, pour les gens qui sont habitués à pratiquer des activités physiques et continuer durant le Ramadan, pourquoi pas ? Mais pour les novices, non. On est prudent, on essaye de faire de la marche, pourquoi pas un petit peu de vélo, mais il ne faut pas aller au-delà. Commencer pour la première fois le sport durant le Ramadan, je pense que on peut avoir plusieurs effets secondaires. On peut avoir des claquages, on peut avoir des tendinites, on peut se froisser les muscles. Donc, à mon sens, commencer le sport pour la première fois durant le mois de Ramadan, c'est quand même à ne pas faire. Mais pour les sportifs qui ont l'habitude de faire du sport et qui veulent continuer leurs activités physiques pendant le Ramadan, pourquoi pas ? La petite astuce, c'est essayer de pratiquer son activité physique 1 à 2 heures avant la rupture du jeûne. Il ne faut pas avoir un temps important entre le moment où vous arrêtez votre activité physique et le moment du ftour. Car plus ce temps est lent, plus la déshydratation est importante. Étant donné que pendant l'activité physique, on va suer, on va éliminer le peu d'eau qui est resté dans le corps. Donc attention, le mieux c'est vraiment de faire ça pas très loin de la rupture du jeûne. Comme ça, cette hydratation, elle ne va pas persister dans votre corps. Et juste après, y a la rupture du jeûne, on va boire de l'eau. On va essayer de boire de l'eau tiède ou de l'eau tempérée, pourquoi pas, mais de l'eau plate, et essayer de se réhydrater. Alors, les jours où on fait du sport, c'est les jours où on doit être à minima 2 litres d'eau pendant toute la soirée. Donc, il faut fractionner son hydratation durant toute sa soirée et essayer vraiment petit à petit d'arriver à ces 2 litres d'eau. Même si on n'a pas soif ? Même si on n'a pas soif. Tout à fait.
Sinon, la déshydratation, le lendemain, vous allez la payer cher. Maux de tête, fatigue, impossible de se concentrer, ballonnement, manque d'énergie. Donc oui, il faut vraiment boire. Les gens oublient que le manque d'énergie, la grosse fatigue, ou souvent les migraines, qu'on va vraiment qualifier... alors souvent, les gens me disent, la migraine, je sais d'où elle vient. Elle vient de mon manque de café, elle vient de mon manque de tabac, elle vient... mais en réalité, il y a un sevrage qui s'opère par le corps humain quand on a arrêté de boire du café, du thé ou qu'on a arrêté de fumer. En réalité, le sevrage, au bout de quelques jours, il est mis en place. Mais ces personnes voient qu'elles continuent à avoir mal à la tête. Et attention, les maux de tête pendant le ramadan, c'est souvent un manque d'hydratation. Le cerveau va manquer d'eau et donc il va avoir une réaction néfaste sur le cerveau, aussi sur les reins, mais c'est ça qui donne ce manque d'énergie et ces fortes migraines. Alors on parlait des calculs rénaux, mais il y a d'autres pathologies qui sont favorisées pendant le mois du Ramadan. Malheureusement, il y a aussi les ulcères. Donc on va manger très épicé, on va manger beaucoup de viande. Alors épicé, ça ne veut pas dire piquant, attention. Ça veut dire, c'est beaucoup d'épices, piquant, oui également, mais surtout beaucoup d'épices, du piment et... pas beaucoup d'hydratation. Donc là, ce qui va se passer au niveau de l'estomac, c'est qu'on va favoriser une petite bactérie, Helicobacter pylori. Et là, malheureusement, cette bactérie, elle va proliférer à foison. Et c'est ce qui va provoquer l'ulcère au niveau de notre estomac. Et d'ailleurs, quand on jeûne, l'ulcère se réveille, parce que souvent, quand on mange, ça le calme un peu. Exactement. Mais quand on jeûne, il y a une acidité qui devient de plus en plus importante au niveau de nos organes. Et donc, c'est vrai que ça aide cette bactérie à proliférer. Et c'est pour ça que les gens qui ont des ulcères ont souvent des difficultés, effectivement, à jeûner. Et donc, pour ces gens-là, il faut vraiment essayer de faire des aliments pas épicés, pas pimenté, essayez vraiment d'être sur des aliments sains, filet d'huile d'olive, c'est suffisant, et surtout de ne pas faire acide amidon. Un ramadan réussi, c'est aussi un ramadan où on ne mange pas trop sucré. Exactement. Un ramadan réussi, à mon sens, c'est un ramadan où on ne mange pas trop, tout court. Pas trop de sucre, pas trop de gras. Essayons de garder nos habitudes que l'on a avant et après Ramadan. C'est pas parce que c'est Ramadan que nous sommes obligés de manger 3 repas en un seul. Non, mais il y a aussi beaucoup de difficultés à la digestion viennent du fait que les gens, mine de rien, changent leur habitude alimentaire pendant le mois du Ramadan. Exactement. Il y a quand même ça. C'est ça. Et en général, quand on me dit c'est quoi le bon Ramadan, en réalité, le bon Ramadan, c'est de continuer à manger comme avant. Après, c'est vrai qu'il y a des aliments traditionnellement qu'on colle au Ramadan, comme la fameuse soupe, les fameuses samoussas, les bourrecs, les briques. Oui, évidemment, mais essayons de manger un repas pas gargantuesque. C'est ça qui chamboule tout dans notre corps. Le corps est resté plus de 15 heures sans sécréter quoi que ce soit dans son tube digestif, sans faire travailler ses glandes. Et là, il voit des aliments arriver, mais à des quantités importantes. Et c'est normal qu'il se rebelle. On rappelle que justement, pour que tout ça se remette en place, il y a tout un rituel que vous avez exposé. Le verre d'eau tiède, la date, on attend. On peut aussi faire que des verres d'eau tiède sans la date. Pour les gens qui ne sont pas amateurs, on peut faire aussi juste des verres d'eau tiède, ensuite attendre 5-10 minutes, commencer par sa soupe. Mais si on fait que les verres d'eau tiède, les sucres se réveillent pas? Si, tout se réveille. Ah oui? Ah oui, à partir du moment où je croyais que c'était la date qui... Non, pas automatiquement. Quand vous mettez de l'eau, c'est vrai que c'est mieux de mettre un aliment parce que l'estomac a tendance à sentir la protéine arriver, certains aliments arriver. Donc, on peut mettre... Il y a des gens qui mettent juste une pistache, une noix, une amande. Il y a des gens qui n'aiment pas les dattes ou qui ne sont pas habitués à manger des dattes. C'est une pistache, une amande, une noix, de l'eau tiède. Et on attend 5-10 minutes et ensuite on fait un repas équilibré. Bon, allez, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, ces émissions qui voyagent dans le monde entier, Kaina, surtout les émissions du Ramadan. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, je rappelle que votre best-seller, Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires, vient de sortir en poche chez J'ai lu. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très vite et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.